Tu es rentré dans cette bataille-là, combien la solidarité à détention a permis de tenir, combien le non-accès à la presse arabe, par exemple, c'était quelque chose de très difficile. Moi, j'aimerais bien aussi que tu racontes la détention là-bas. Il y aura aussi des questions à la fin si vous avez à lui poser, mais voilà, moi, j'ai envie que tu racontes ton histoire. La parole, elle est libre, évidemment, ici, et tu es ici chez toi. Et encore une fois, c'est un vrai plaisir de l'accueillir, et c'est aussi une réponse à tous ceux qui, dans l'hémicycle, et je pense notamment aux macronistes, quand je dis Salah Hamouri vient dans la permanence, c'est de suite à vous accueillez le pire de ce qui existe, c'est une levée de bouclier, j'ai tout entendu, vous accueillez un terroriste, c'est honteux. Et moi je leur dis, jamais on cédera devant vos propos, jamais on baissera les yeux, et on sera toujours aux côtés, à tes côtés, et aux côtés de celles et ceux qui se battent pour le peuple palestinien et qui sont aujourd'hui à la pointe d'un combat pour la sauvegarde d'un peuple qui est en train d'être massacré sous nos yeux, dans un silence assourdissant, quelque part de la communauté internationale qui ne prend pas ses responsabilités, qui n'agit pas et qui devra rendre des comptes demain ou dans l'histoire, mais il y aura des comptes à rendre parce qu'on est en train de massacrer un peuple, et c'est vraiment un plaisir pour nous de t'accueillir ce soir ici. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Thomas vraiment pour l'invitation d'être parmi vous ce soir. Thomas ne le dit pas, mais c'est grâce à lui aussi et à ses efforts depuis le début qu'on aussi on est nombreux dans les rues chaque week-end. Il fait un travail énorme pour essayer de pouvoir aussi rassembler tout le monde avec beaucoup de gens qui nous aident depuis le début de cette guerre. Juste un petit mot sur la situation, après j'irai directement sur la question des prisonniers et la question du livre. Aujourd'hui, on est presque à la 40e jour de guerre. Cette guerre que malheureusement n'est pas que contre la bande de Gaza, c'est une guerre qui est contre tout le peuple palestinien. On en parle de Gaza, mais il y a aussi d'autres choses qui se passent en Cisjordanie, à Jérusalem, contre même des citoyens palestiniens qui vivent en Israël. Le chiffre des morts, malheureusement, il est au moins à Gaza jusqu'à maintenant à 12 000, et ça va augmenter au moment que la guerre elle va s'arrêter. Les Israéliens, ils ont dit clairement qu'ils veulent faire partir à la population de Gaza, une majorité de la population, de la déplacer vers l'Égypte et dans quelques pays arabes. Et ça, c'est un plan politique qui n'était pas caché. Netanyahou, 2 semaines avant la guerre, il a montré sa carte d'Israël aux Nations Unies. Il avait toute la Palestine entière où il disait il n'y a plus de Palestine, il n'y a que les Israéliens et le peuple israélien et l'Israël qui existe. Et ça traduit clairement sa politique la politique de son gouvernement. En Cisjordanie, les choses aussi, on en parle peu, mais ils sont très dangereux. Aujourd'hui, on est à 190 Palestiniens assassinés en Cisjordanie. Les arrestations, ça se multiplie chaque jour. Des dizaines de blessés, des destructions des maisons, d'annexion des plaines des terrains, que ce soit vers la vallée du Jourdain ou ailleurs. Et à Jérusalem aussi, l'état d'urgence qui a déclaré Netanyahou dès le premier jour, ça a donné le feu vert aux colons, à l'armée israélienne de faire ce qu'ils veulent. On a une deuxième armée aujourd'hui en Cisjordanie qui est devenue légale, qui était armée par l'armée israélienne, des colons qui sont en train de commettre des massacres quotidiens contre les Palestiniens. Et quand on parle des arrestations, là pour en parler plus sur la question des prisonniers, avant 40 jours, on était à 5200 prisonniers politiques palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Aujourd'hui, on en est à 11 000, presque 6 000 de plus, dans même pas 40 jours. Il y en a 3 000 qu'on n'a aucune info sur eux. Tous les prisonniers de la bande de Gaza, il y a zéro information. Là où ils sont, s'ils sont morts, ils sont vivants, on ne sait pas du tout. On a vu quelques vidéos très agressifs, des interrogatoires très intensifs,
des gens qui sont menottés et traînés torse nu dans les rues. On n'a vraiment aucune info. Depuis les 40 jours, la Croix-Rouge, les avocats, personne n'a le droit de accès aux prisons ou savoir le moindre des choses. Alors, parmi les 11 000 Palestiniens, il y en a 7 500 de la Cisjordanie, de Jérusalem, et des Palestiniens qui vivent en Israël. Parce que là-bas aussi, on n'en parle pas, mais il y a des centaines d'arrestations des Palestiniens, des citoyens israéliens qui sont arrêtés pour des simples raisons, pour un mot de plus sur Facebook ou pour une photo sur Instagram ou pour n'importe prise de parole, ils sont arrêtés. Les prisonniers, ils sont distribués dans des dizaines des centres d'interrogatoire et des prisons qui se trouvent sur toute la carte du nord au sud. Malheureusement, à cause du feu vert qui est donné par le ministre d'extrême droite qui est connu, Itamar Ben-Gvir, qui est aussi responsable de la question des prisonniers aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 5 prisonniers qui sont morts à cause de la torture juste depuis un mois. Il y en a 5 qui sont morts à cause de la torture physique directe. Parce que là, ils ont une décision au moment qu'ils prennent les gens, du moment où ils prennent les gens de chez eux, ils commencent à taper les gens, à les agresser jusqu'à arriver aux interrogatoires. Et il y a des gens qui ne tiennent pas à toute cette torture qui sont faites. Alors malheureusement, il y en a 5 qui sont morts. Alors, pour aller plus dans les détails, parmi les 11 000, ça, aucune info là-dessus. Alors le reste, parmi les 7 500, il y a 200 prisonniers en détention administrative, dans laquelle je vais expliquer. Il y a 120 femmes, il y a 200 enfants, il y a 600 prisonniers ou 800 prisonniers malades. Il y a bien sûr beaucoup des anciens prisonniers. Le plus ancien prisonnier, il est là depuis 40 ans, 42 ans ça va faire aujourd'hui, le plus ancien. Et les arrestations, ça continue. Je vais commencer par la détention administrative. Moi, j'en ai fait 3 fois ou 4 fois la détention administrative. Bon, en total, j'ai fait 10 ans de prison. J'étais arrêté assez tôt la première fois à l'âge de 16 ans, en 2001, et ça a terminé en 2022, où à la fin j'étais déporté vers la France. Et je vais expliquer le terme, comment j'ai été envoyé en France. Alors la détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation de 1948. Et les Israéliens, ils l'ont réappliqué sur les Palestiniens. Et pendant l'époque britannique, il y avait des Arabes et des Juifs qui étaient en détention administrative. Il y avait même des chefs de l'armée, des milices sionistes à l'époque, qui étaient aussi en détention administrative. Et après, les Israéliens le reproduisent sur les Palestiniens. C'est un ordre militaire qui permet à l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel Palestinien pour une période entre 1 mois et 6 mois. Cette période est renouvelable, c'est-à-dire elle peut être renouvelée à plusieurs reprises. Cette arrestation est basée sur un dossier de sécurité secret. Ça veut dire que tu ne peux pas savoir pourquoi tu es en prison. Moi, je l'ai vécu en tant que prisonnier, mais aussi quand je suis devenu avocat, j'ai travaillé dans les tribunaux militaires pour défendre les prisonniers. Tu ne peux pas savoir il y a quoi dans le dossier. Ce dossier, il reste secret entre le procureur militaire et les juges militaires. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de preuve, tu ne sais pas pourquoi tu es en prison. Alors dans ce cadre de cette détention, aujourd'hui, il y a 2300 détenus. Mais il faut savoir que depuis la réoccupation de la Cisjordanie après 2002-2003, il y a des prisonniers palestiniens et des prisonnières qui ont passé 13 et 15 ans en détention administrative. Ça veut dire, la méthode c'était, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, on arrête quelqu'un pour 2 ans, 3 ans, on le libère 5-6 mois, on le arrête encore 2-3 ans, et ça continue pendant 15 ans. Il y a des familles qui sont détruites à cause de cette détention administrative. Et moi, je pense que
les Israéliens, déjà, l'utilisation de ces détentions, elle est complètement contradictoire au droit international, mais la façon dans laquelle les Israéliens l'utilisent, c'est vraiment pour la destruction de la vie sociale et de la société palestinienne. Parce qu'aussi, ils les utilisent dans les pires des moments de la vie des gens. En août, par exemple, moi j'avais un pote qui devait se marier en août. Un mois avant son mariage, ils l'ont appelé, ils m'ont dit, telle date tu vas être marié, et nous on va t'arrêter 2 semaines avant ton mariage. Et vraiment, ils l'ont arrêté 2 semaines avant son mariage, et depuis il est en prison. Par exemple, au moment où il y a des gens qui meurent dans une famille, ils viennent et ils arrêtent un membre de la famille pour ne pas participer à les funérailles ou pas participer à l'enterrement. Alors cette utilisation systématique de la détention administrative, c'est juste vraiment pour détruire la vie des gens. Aujourd'hui, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a au moins 15 enfants en détention administrative, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils sont en prison, des enfants de l'âge de 12, 13, 14 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et c'est vraiment de la torture, ces détentions administratives. Par exemple, moi, la dernière fois, le premier ordre que j'ai reçu, il était un ordre de 3 mois, de mars à juin. Le 6 juin, normalement, je devais être libéré. Le 6 juin jusqu'à 2 heures de l'après-midi, je n'avais pas d'ordre. Normalement, je devais être libéré dans quelques heures. Fin de l'après-midi, ils te ramènent un papier, l'ordre militaire, voilà, encore 3 mois, où tu dois renouveler psychologiquement ta détenue en prison, la famille qui était déjà prête à te recevoir, il doit encore une fois se préparer pour des nouvelles mois de prison, et ça continue comme ça. Et c'est vraiment... et même, moi, je l'ai vécu quand j'étais en tant qu'avocat, il n'y a rien à faire. C'est pas parce que déjà t'es pas dans un système judiciaire normal, tu es dans un système judiciaire militaire, ou même si c'est civil, c'est la même chose, la détention administrative, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est les renseignements qui décident le jour de l'arrestation et le jour de la libération de la personne. Deuxième chose, c'est les enfants. Les enfants, aujourd'hui, il y a presque 200 enfants détenus dans les prisons. Et c'est augmenté, c'était 90 à 100 avant un mois. Et là, le chiffre, il a doublé depuis un mois. Les enfants, comme j'ai dit, la loi israélienne permet d'arrêter les enfants à l'âge de 12 ans et les juger à partir de 12 ans. Il y en a forcément plein qui sont fait arrêter à moins de l'âge de 12 ans. On a vu des cas de 7, 8, 9 ans qui étaient arrêtés dans les rues pour quelques heures, mais après ils étaient libérés. Mais à partir de 12 ans, c'est là où les enfants ils sont jugés. Et moi, je l'ai vécu quand j'avais 16 ans. Par exemple, moi j'étais pris à la maison en pleine nuit où ils ont venu casser la maison, les forces spéciales, fouiller la maison. J'avais des petits frères et sœurs, ils avaient peur. Et j'étais pris, menotté, mains, pieds, les yeux bandés jusqu'à un centre d'interrogatoire à Jérusalem. Ils m'ont fait rentrer directement dans la salle d'interrogatoire où tu es interrogé des fois 23 heures sur 24 heures. Après, tu es mis pour l'heure de pause, par exemple. Il te met dans une petite pièce de 2 à 3 mètres carrés où tous les murs sont grises, avec une petite lampe jaune, un petit trou dans le sol qui est les toilettes, un petit matelas par terre, une couverture. Ou par exemple, moi j'ai passé 2 mois dans cette petite pièce, isolé totalement du monde. Je n'avais pas de contact avec mes parents. L'avocat, j'étais interdit les premiers 20 jours de recevoir la visite de l'avocat. Les interrogatoires intensifs tous les jours et tous les semaines. Et les enfants, vraiment, ils sont torturés physiquement, psychologiquement dans les interrogatoires. Il n'y a aucun respect pour les moindres des droits de ces enfants. Les Israéliens qui prétendent, par exemple, avoir signé la Convention des droits des enfants, jusqu'à aujourd'hui, ils refusent d'établir un tribunal spécial pour les enfants. Les enfants, ils sont jugés dans les mêmes tribunaux militaires illégaux que les prisonniers adultes. Ils sont jugés pour des longues peines. Des fois, ça arrive à des peines à vie et des trentaines et quarantaines d'années de prison. Il y a des enfants qui sont passés plus de leur moitié de vie
dans la prison qu'à l'extérieur de la prison. Et même dans la prison elle-même, au moment que tu arrives dans la section d'enfants, parce que les enfants ils sont détenus dans des sections que pour enfants, ils ne sont pas mélangés avec les adultes. Les droits qui sont dans les sections des enfants, il n'y a pas le moindre des choses des droits des enfants au niveau international. Par exemple, les enfants sont interdits de continuer leurs études pendant tous les mois et les années de leur détention. Il y a des enfants qui peuvent passer des mois et des mois sans avoir aucun contact avec l'extérieur ou avec leur famille. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes les prisons israéliennes, contre la loi internationale bien sûr, toujours, ils se trouvent hors de la ligne verte. Ça veut dire dans les territoires israéliens. Ça veut dire la population, la prisonnière, ils sont transférés de chez eux dans un autre endroit. Alors pour avoir accès aux prisons, ça veut dire que tu dois passer tous les checkpoints ou le mur pour avoir accès aux prisons en tant que famille. Alors pour passer les checkpoints, il faut passer par la Croix-Rouge, faire une demande. Les premières 3 mois, les demandes ils sont en vérification. Ça veut dire que tous les enfants de la Cisjordanie, pendant les premières 3 mois, ils n'ont pas le droit de visiter leurs parents parce qu'il y a la procédure de la demande de dépasser les checkpoints. Alors il y a encore, si le père ou la mère ou un des membres de la famille qui est un ancien prisonnier, automatiquement, il n'a pas le droit de visiter son fils ou sa fille en prison. Et il faut savoir qu'il n'y a que la famille proche qui a le droit de visiter. Il n'y a pas les grandes familles ou les amis qui peuvent avoir accès aux prisons pour visiter. Alors moi, j'ai vu des cas des enfants où, par exemple, il y a le mère et le père qui étaient deux anciens prisonniers. Ils ont passé des années sans pouvoir visiter leurs parents entre l'âge de 15 ans et l'âge de 18 ans, jusqu'à la fin de les 3 ans de détention. Les enfants les Israéliens refusent, ils ont refusé plusieurs demandes de notre part, nous les prisonniers adultes, d'intervenir dans les sections des enfants, juste pour les aider à organiser la vie, à leur apprendre à faire à manger. Ils les enferment des enfants tout seuls et débrouillez-vous dans la vie quotidienne. Et des pressions quotidiennes sur les enfants. Là, il y a quelques enfants qui s'étaient mis à l'isolement total depuis quelques semaines. Mais on a un fameux cas aujourd'hui qui est urgent. Bon, toute la situation est urgente, mais il y a le cas de Ahmad Manasra. Ahmad Manasra, un enfant palestinien de Jérusalem qui a été arrêté à l'âge de 13 ans. Il était blessé à balle lors de jour de son arrestation. Il a passé des interrogatoires très difficiles, torture physique, psychologique, et même ces interrogatoires, ils étaient publiés par hasard. Et il a vite développé des maladies psychologiques à cause de cette torture. Il n'a pas reçu le soin adapté pour ces maladies. Et à l'inverse, ils n'ont pas donné le soin adapté et ils l'ont transféré depuis 3 ans à l'isolement total. Il est isolé tout seul il y a des sections qui s'appellent des sections de l'isolement total, où il est enfermé dans une cellule de 2 à 3 mètres carrés. Il est tout seul, il n'y a pas de soleil dans cette cellule. Il y a un seul lit pour toi, une plaque chauffante pour faire à manger. Tu es fait enfermer 23 heures sur 24 heures. Tu as le droit de circuler 1 heure dans la cour. Pour circuler dans la cour, tu ne sais pas quand dans la journée. Et au moment qu'ils te font sortir, tu dois choisir si tu dois être menotté à main ou à pied pendant l'heure de la circulation. La majorité des enfants et des femmes et des hommes qui sont à l'isolement total, aujourd'hui, il y a des dizaines, la majorité sont privés de contact avec l'extérieur. Alors ces enfants, vraiment, il y a un projet d'assassinat de leur enfance dans la prison. Moi, avant d'être avocat aussi, j'étais rechercheur avec les familles qui avaient des enfants détenus pour essayer de les soutenir. Un enfant qui passe quelques mois en prison, en sortant, c'est plus un enfant. C'est plus un enfant. Alors, et surtout à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, la question est plus compliquée. L'occupant, on le voit plus à Jérusalem qu'en Cisjordanie. Le contact, il est plus quotidien. Moi, j'ai vu des enfants qui se font arrêter 4 et 5 fois par an en faisant 1 mois, 2 mois, quelques semaines, ils sortent et ils rentrent. Et tu n'as plus d'enfants devant toi.
Aujourd'hui, ils ont passé à un système plus que la prison parce que des fois, ils n'ont plus de place. Vu les énormes vagues des arrestations, maintenant, ils ont fait un système d'incarcération à la maison où ils mettent les enfants avec des bracelets chez eux. Ils n'ont pas le droit de sortir. Ils n'ont pas le droit de mettre les pieds hors de la maison. Où ils obligent les parents à signer des cautions, genre 20 ou 30 000 euros de caution. Si le gamin il sort de la maison, les parents ils seront obligés de le payer. Et ça crée des tensions internes dans les familles énormes. Et de cette façon, tout fonctionne dans la destruction de la société palestinienne. Les femmes, la même chose. Malheureusement, là, récemment, on a vu des vagues d'arrestations contre des femmes palestiniennes. Avant-hier, 12 étudiantes de Hébron, Ahed Tamimi, que vous connaissez bien, elle a été arrêtée. Il y a plein d'étudiantes dans l'université de Birzeit, l'université à côté de Ramallah, ils sont arrêtés. Les femmes sont traitées dans les mêmes façons de torture physique et psychologique dans les prisons, et des fois ils vivent des circonstances pires, parce que par exemple il y avait des femmes qui étaient arrêtées alors qu'ils étaient enceintes, et au moment de leur accouchement ils étaient transférés dans un hôpital qui se trouve dans une prison qui s'appelle Ramleh. C'est une place spéciale où il y a l'hôpital. Au moment de l'accouchement, les femmes étaient obligées d'être menottées au moins une main et un pied au lit, et accouchées pendant qu'ils étaient menottés pour des raisons de sécurité, alors qu'ils sont enfermés dans une prison pendant l'accouchement. Et après, ils ont le droit de garder le bébé avec eux 2 ans en prison. Ils laissent le bébé 2 ans en prison, et après ils libèrent le bébé vers la grande famille, ou la famille, mais ça arrive des fois qu'il y a toute la famille qui est en prison. Tu as le père, la mère, le frère et les sœurs, tu as tout le monde. Parce que, bien évidemment, avant 1967, il y avait des prisonniers politiques, mais les vrais calculs palestiniens, ils ont commencé après 1967. Depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, il y a 850 000 Palestiniens qui sont passés par les prisons israéliennes. Ça veut dire que 35 à 40% de la société palestinienne est passée dans les prisons israéliennes. Et il y a de tout. Tu peux trouver vraiment de tout. Des députés, des docteurs, des profs des universités, des femmes, des hommes, de tout. Malades, pas malades. Moi, la dernière emprisonnement, j'avais quelqu'un qui avait 83 ans avec moi dans la même cellule. Alors, pourquoi je ne veux pas dépasser, mais je reviens sur la question des femmes. Aujourd'hui, les femmes qui se trouvent dans la prison d'Amoun, qui est pas loin de Tel Aviv, dans le nord de Tel Aviv, dans une ancienne prison britannique. C'est une ancienne prison britannique que les Israéliens ils l'ont gardée. Cette prison, elle est pas faite en fait pour garder les êtres humains, parce qu'avant c'était un endroit pour le stockage du tabac et le stockage des tabacs et d'autres choses pour l'armée britannique, et après ils l'ont transféré en prison. Alors c'est une prison humide, difficile, une ancienne prison où il y a des femmes. Et la plus ancienne maintenant, ancienne prisonnière palestinienne, elle est là depuis 14 ans. Il y a aussi les prisonniers malades. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement les chiffres. Avant, il y a 40 jours, on savait qu'il y avait entre 600 et 700 dossiers des prisonniers malades. Il y en a qui sont avec des maladies graves, il y en a qui sont avec des maladies moins graves. Mais malheureusement, même la maladie des prisonniers, elle est utilisée comme moyen de torture par l'administration de prison. C'est vraiment une fois que tu tombes malade dans une prison avec une maladie grave, tu commences à voir la fin de ta vie en prison. Parce qu'il y a vraiment cette négligence médicale systématisée qui est utilisée par l'administration de prison pour ne pas donner les soins aux prisonniers. Et ça qui fait qu'à chaque année, tu as des morts qui sont en prison. Pourquoi? Parce que dans n'importe quelle maladie dans laquelle tu tombes, par exemple, la première semaine ou le premier mois, tu as l'aspirine
tout genre de maladies. Alors si tu as une maladie grave, elle est déjà devenue vraiment plus grave. Par exemple, on a été détenu dans la prison de Negev. C'est une prison qui se trouve dans le désert à côté des frontières égyptiennes. C'est une prison, moitié base armée, où on était 1800 prisonniers. On était détenus dans 3 formes différentes de détention. Il y en a qui étaient dans des tentes, des grosses tentes où il y a 22 par tente, dans le désert. Il y en a qui étaient dans des caravanes, 6 par caravane. Et il y en a qui étaient dans les cellules, où on était 8 par cellule. Et pour les 800, pour les 1800 prisonniers, on avait le droit d'un docteur et un dentiste pour les 1800. Alors, va voir qui est le docteur ou le dentiste qui va gérer la vie de 1800 prisonniers qui sont dans le désert. Il y a beaucoup parmi nous qui étaient des anciens prisonniers avec beaucoup de maladies. Il y avait beaucoup de gens âgés qui ont besoin quotidiennement d'aller voir le docteur. Alors, des fois, ça arrive d'attendre des semaines pour voir le docteur. Et après, une fois que tu as vu le docteur, et s'il accepte de t'envoyer à l'hôpital pour se faire opérer ou de faire une consultation à l'hôpital, il y a un seul hôpital dans lequel j'ai raconté là, où il y a 60 places, mais il y a déjà des fois de 20 à 25 places qui sont prises toute l'année par des prisonniers qui ne peuvent pas sortir de l'hôpital à cause de leur maladie, soit ils sont sur des fauteuils roulants parce qu'ils étaient blessés à balles au moment de l'arrestation ou d'autres maladies qu'ils ont. Alors tu as 30 à 35 places pour l'ensemble du reste des prisonniers. Alors des fois, ça arrive que tu peux attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour se faire opérer ou aller à l'hôpital. Et aujourd'hui, je parle aujourd'hui sans rajouter les nouveaux chiffres. On avait jusqu'à 30-40 jours 29 prisonniers avec la maladie de cancer. C'est une maladie très dangereuse. Jamais ils ont donné les soins adaptés pour les maladies, pour les prisonniers qui avaient la maladie de cancer. Alors ces prisonniers, ils risquent vraiment leur vie. Avant l'histoire des 5 prisonniers qui étaient tués et assassinés à cause de la torture, depuis le début de cette année, il y avait 4 prisonniers qui étaient morts dans les prisons israéliennes à cause de la négligence médicale. Moi, je me souviens en 2008, par exemple, on était dans la prison de Jalbou, vers Haïfa. On était détenus 1000 prisonniers. Nous, on était dans une section spéciale pour les Palestiniens de Jérusalem et les Syriens du Golan. On était dans une cellule, on avait parmi nous un ancien prisonnier qui avait passé déjà 23 ans. Et il était jugé à 25 ans. Et vous savez, les Syriens du Golan, c'est un peu un statut. C'est des Druzes. C'est des musulmans druzes et leur question elle est un peu sensible parce que tu as aussi les druzes de l'intérieur, c'est toute une question compliquée. Alors ce prisonnier, au bout de sa 23e année, ils ont découvert qu'il a un cancer très grave. Au bout de 6 mois, ils l'ont opéré, ils l'ont ramené en prison après sa opération. Et au conseil du docteur de la prison, il a dit que ce prisonnier, il ne va pas vivre plus que 6 mois. Alors c'est pas la peine qu'il meure dans la prison. Et ça va créer, avec la question de la série, qu'il soit druze, ça va compliquer les choses, qu'il sort et qu'il meurt à l'extérieur. Et ils l'ont libéré, au bout de 6 mois, parce qu'il a reçu le soin adapté, il n'était pas mort. Alors, le même tribunal qui l'a libéré, il s'est réuni pour le remettre en prison, parce que les calculs des docteurs, ils étaient pas bons. Ils n'ont pas réussi et il était mort au bout de 1 an après, mais c'est dans cette mentalité qu'ils traitent les prisonniers malades. Et malheureusement, que même après la mort de ces prisonniers, c'est pas la fin. Même une fois que tu es mort en prison, c'est pas la fin. Les Israéliens, ils gardent les corps morts des détenus palestiniens jusqu'à la fin de leur détention après leur mort. Aujourd'hui, il y a 21 Palestiniens morts dans les prisons israéliennes détenus dans ce qu'on appelle des cimetières à numéros. Ça existe dans la seule démocratie du Proche-Orient.
ce qu'on appelle des cimetières animéraux, où ils gardent les prisonniers jusqu'à la fin de leur peine. Le plus ancien détenu mort dans les prisons israéliennes, c'est un prisonnier de Naplouse qui est détenu depuis 1983. Et les Israéliens refusent sa libération en prétendant qu'il était jugé à vie et on ne doit pas rendre le corps à sa famille. Alors, même après la mort, ça continue la torture pour les familles et pour l'entourage des familles. Il y a encore deux sujets. Après, je vais juste parler rapide sur la question de Jérusalem pour faire le contexte. Après, si vous voulez, on peut faire des questions-réponses. Il y a la question de la grève de la faim. Regarde, dans la prison, nous, on est détenus que entre prisonniers politiques. On n'est pas mélangé avec. On n'est pas mélangé avec d'autres prisonniers, droit commun israéliens ou d'autres. Alors, pour nous, comme les prisons israéliennes n'étaient jamais vides depuis le début de l'occupation jusqu'à aujourd'hui, alors il y a un héritage des générations en prison, de la culture de la prison, comment on vit en prison, comment on fait en prison, comment on s'organise en prison. Alors, pour nous, cette question que les Israéliens, on savait bien que ce système carcéral israélien, il avait un seul but, c'est de nous détruire psychologiquement, mentalement, et nous rendre en charge sur notre société, sur notre lutte, sur nos familles au moment de notre libération. Et nous, on a tout fait pour pas qu'ils appliquent ce truc sur nous. Et on a essayé de rendre utile au maximum les années et les mois et les années de détention. Alors, pour nous, on négocie toujours à améliorer les circonstances de détention dans les prisons israéliennes. Mais des fois, ça arrive à un moment où l'administration ne veut plus négocier, les circonstances sont très difficiles. Alors, on va vers la dernière décision stratégique pour nous, c'est de déclencher une grève de la faim. Je dis la dernière choix parce que c'est un choix difficile de déclencher une grève de la faim et c'est pas parce que déjà la préparation des grèves de la faim collective, des fois ça prenait 2 à 3 ans de préparation. Pourquoi? Parce que comme on était diffusé dans plusieurs prisons, il faut faire la communication entre nous discret sans que l'administration de prison le sache. Il faut faire la communication avec l'extérieur sans que les Israéliens le sachent. Avec la presse, avec le mouvement de solidarité en Europe ou ailleurs. Alors c'est toute une organisation qui prend du temps. Et en plus de ça, il y a la question qu'on sait que on est partant, par exemple, à 3000, 4000